mardi 14 avril 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École, l'école chez vous du lundi au vendredi sur ITV. Nous allons démarrer le premier cours de la semaine avec la philosophie. Professeur Songué Diouf, bonjour. Bonjour, Papa. Nous allons aborder aujourd'hui un concept très large, très difficile d'ailleurs à cerner parce que le mot est polysémique. La difficulté de cerner le mot liberté fait tache d'huile même dans sa compréhension. Pourquoi la liberté est aussi vaste et aussi incompréhensible, même si le terme touche à beaucoup de secteurs? Oui, parce que tant que nous la vivons, la liberté, Pape, nous savons ce que c'est qu'elle est. Donc quand elle est de l'ordre du vécu, chacun l'éprouve dans une situation concrète. Mais en tant que concept, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que c'est un concept difficile à cerner. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est employé dans des contextes tellement nombreux, tellement variés et tellement même contradictoires. Liberté morale, liberté civile, liberté politique, liberté culturelle, liberté religieuse. Bref, la multiplicité des emplois et la différence des contextes fait que c'est un terme dont le champ sémantique est difficile à circonscrire. D'ailleurs, je ne vous fais pas la leçon, vous connaissez le mot célèbre de Paul Valéry. La liberté, un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, c'est un de ces détestables mots, mais qui disent plus que véritablement ils n'enseignent. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est un terme difficile à circonscrire et il est presque impossible d'assigner à la liberté une définition rigoureuse. C'est pourquoi nous nous contenterons aujourd'hui, non pas de définir stricto sensu la liberté, mais d'examiner dans l'histoire de la philosophie les grandes conceptions classiques de cette liberté-là. Et dans le champ philosophique, de quelle liberté parle-t-on, même si le mot est polysémique? Ici, on pourra parler de la liberté sous deux aspects. De la liberté sous un aspect métaphysique et ensuite de la liberté, mais du point de vue de son ancrage dans la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ce sera une forme de liberté qui prendra en charge les différents déterminismes qui peuvent s'exercer sur l'homme. Dans le premier cas, on pourra l'appeler la conception métaphysique de la liberté. Oui. Et cette conception métaphysique de la liberté, elle consisterait à développer l'idée selon laquelle l'homme, non seulement il est libre, mais il est libre de façon absolue. Et donc, dans cette conception métaphysique de la liberté, lorsqu'on développe l'idée que l'homme est libre et qu'il est libre de façon absolue, ça veut dire que la liberté humaine, elle est complètement illimitée, elle n'a pas de borne. Vous trouvez cette perspective, vous le savez très bien, par exemple, dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Oui. Jean-Paul Sartre, il considère que la liberté humaine ne souffre pas de limitation. C'est une liberté excessive. On parle d'ailleurs chez Sartre d'hyper-liberté. Et la notion d'hyper-liberté montre que justement, cette liberté-là, elle est absolue. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, dans la perspective de Sartre, ces analyses commencent par le constat que l'homme n'est pas une créature. Et parce que Sartre dit clairement que si l'homme était une créature, il aurait à obéir au commandement d'un créateur qui s'appelle Dieu et ne serait pas libre. Et en tant que donc l'homme n'est ni une créature, ni un objet fabriqué, chez lui et chez lui seulement, l'existence précède l'essence. Et cette fameuse formule-là de l'existentialisme est un humanisme consistant à dire que chez l'homme et chez l'homme seulement, l'existence précède l'essence. Il essaie de montrer toute la différence entre ce qu'il pense, lui, Sartre, et la conception, on va dire, habituelle et religieuse de la liberté. Parce que vous le savez très bien, religieusement parlant, c'est l'exact inverse. Oui. Ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, mais au contraire, c'est l'essence qui précède l'existence. Pourquoi? Parce que religieusement parlant, dans cette vision du monde et de l'homme, on considère que l'homme, avant qu'il ne soit là, il a été déjà dans l'entendement divin. Et en tant qu'il a été dans l'entendement divin, Dieu, entre guillemets, aurait tracé la trajectoire de sa vie. Et dans cette perspective religieuse-là, toute la vie de l'homme ne serait que le déroulement du programme déjà tracé par Dieu. Or, Sartre, il dit, ça c'est valable pour les objets fabriqués. Il prend l'exemple du coupe-papier. Je prendrai l'exemple de ce portable que vous avez sous les yeux. Ce portable-là, on dirait que son essence précède son existence. Parce qu'avant qu'il ne soit là, il a été conçu par un ouvrier ayant dit j'ai pour projet de fabriquer quelque chose qui s'appelle portable, telle forme, telle couleur et ne servant qu'à telle chose. Et donc toutes les qualités et les propriétés de cet objet qui s'appelle portable étaient déjà dans l'esprit de l'ouvrier avant qu'il ne réalisât. Ça veut dire que donc pour cet objet fabriqué là, l'essence précède l'existence. Mais chez l'homme, Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est qu'au départ, il n'est rien.
il ne sera que ensuite et il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Ça veut dire quoi? Dans la perspective de Sartre, l'homme vit dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Oui. Et dans un monde où il n'y a pas de Dieu, l'homme doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Oui. Parce que chez Sartre, l'homme ne sait rien d'autre que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. On pourra résumer toute la pensée sartrienne que nous logeons dans ce grand 1, la conception métaphysique de la liberté, par l'idée qu'au fond, l'homme, à partir du moment où il n'est pas une créature, à partir du moment où il vient au monde, il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Et il dit, 3 éléments, concepts majeurs, structurent la vie de l'homme. C'est simplement l'engagement, c'est simplement le choix et c'est simplement l'action. Engagement, choix et action déterminent l'homme au point que, quoi que l'on fasse, l'homme ne peut pas échapper au poids de sa liberté pleine et entière. Vous trouverez également ça peut-être dans la conception des théoriciens du libre arbitre. Vous penserez à Descartes, vous penserez à David Hume. Ces gens-là, ils considéraient au fond que l'homme, il est libre à partir du moment où il est doté de ce libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité simplement pour l'homme à s'auto-gouverner, à choisir, à décider et à s'engager. L'exemple classique qu'on donne, c'est l'exemple de l'âne de Buridan, vous vous en souvenez, placé entre un sac de foin et de l'eau, ayant également faim, également soif. Et l'âne finit par mourir de faim et de soif en se demandant s'il devrait commencer par boire, finir par manger, commencer par manger, finir par boire. Exemple à l'absurde un peu pour montrer que si l'homme était placé dans la posture de l'âne, par ce libre arbitre-là, il serait capable de choisir lui-même. Et il dit que l'homme a toujours le choix et la France n'a jamais été libre que sous l'occupation allemande, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Mais la liberté absolue existe-t-elle? Justement, il y en a qui contestent cette possibilité-là, en montrant qu'en fait, cette idée que l'homme serait libre de façon illimitée rate un peu le fait que l'homme, par essence, il est un être social. L'homme, par essence, est un élément de la nature. Oui. Et en tant que tel, il y a des contraintes multiformes qui s'exercent sur lui et auxquelles il ne peut jamais échapper, faisant que, oui, il a une marge de liberté, mais elle n'est jamais pleine, elle n'est jamais totale, elle n'est jamais entière, elle n'est jamais illimitée. Nous sommes par exemple dans la perspective d'un penseur comme Spinoza. Oui. Rappelez-vous, c'est Spinoza qui dit et montre très clairement que l'homme ne peut pas être libre de façon absolue. Pourquoi? Parce que l'homme est un élément de la nature, au même titre que le végétal, au même titre que les autres animaux, au même titre que le minéral. Et comme ces entités-là, l'homme ne peut pas échapper aux contraintes naturelles qui s'exercent sur lui. Tu connais sa fameuse formule, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Pour dire quoi? Que l'homme n'occupe pas une place à part dans la nature et que, comme tous les autres membres de cette nature-là, il subit les pressions, les détermines et les contraintes. Donc, contraintes physiques venant du milieu dans lequel l'homme vit, contraintes psychologiques venant par exemple du déterminisme de l'inconscient, comme on l'a dit chez Freud, oui. Contraintes d'ordre biologique venant de ses pulsions et de ses instincts animaux, contraintes sociales venant des normes, contraintes politiques venant des droits de l'État, bref, même contraintes linguistiques, contraintes religieuses, contraintes ethniques, contraintes culturelles. Bref, c'est l'idée qu'il y a tellement de pesanteur et de déterminisme qui s'exercent sur l'homme, faisant que, oui, même quand bien même serait-il libre, c'est une liberté restreinte, bornée, jamais absolue, jamais illimitée. Et ici, le piège alors à éviter pour les élèves, c'est d'essayer un peu de définir la liberté. Oui. Le concept est polysémique et parle à tout, donc il ne faut pas définir, parce que définir, c'est cerner des limites, c'est entourer, enfermer ce concept, et ce concept-là est aussi vaste que la philosophie elle-même. On parle de liberté, mais également on parle de destin et de fatalité. Ces termes-là sont-ils antinomiques ou bien il y a un chaînon entre ces termes-là? Oui, vous avez parfaitement raison d'insister sur ça parce que c'est des concepts apparemment voisins, oui. mais qui ne renvoient pas au même champ de signification. Liberté, déterminisme, nécessité, fatalité sont des termes qu'on confond aisément. D'abord, si on parle du déterminisme, c'est une notion fondamentalement scientifique. Parce que dans le déterminisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans la nature. Et que tout ce qui se produit dans cette nature-là obéit à un enchaînement de lois. Et la tâche du chercheur, c'est de découvrir les lois de production des phénomènes. Alors que si vous prenez une notion telle que la fatalité. La fatalité, il faut dire que c'est une notion qui a une connotation religieuse. Parce que ce qui est fatal, c'est ce qui est inéluctable. C'est ce qui arrive quoi que l'homme fasse. Et comme on l'a dit, religieusement parlant, on a l'habitude de penser que, mais ce que les dieux ont prévu, quoi que l'homme fasse, cela se produira de toute éternité. Rappelez-vous déjà le mythe de Sisyphe. Sisyphe
Dans tous les cas, il ne faisait qu'accomplir quelque chose qui était tracé dans la perspective grecque. Je ne parle pas du retravail philosophique qu'en fait Albert Camus. Et donc, de ce point de vue-là, il y a également Oedipe roi de Sophocle dans l'Antiquité grecque. Oedipe, quoi qu'il fasse, il ne faisait que se rapprocher du destin qui était inéluctablement tracé par les dieux. Donc, la notion de fatalité est une notion religieuse qui repose sur l'idée selon laquelle ce que les dieux ont prévu, l'homme n'y peut rien et que cela se produira fatalement. Vous avez un pendant un peu différent, mais dans le stoïcisme, où on vous dit très clairement, je crois que c'est Marc Aurèle, désire que les choses désirent arriver telles qu'elles désirent arriver et non pas telles que tu désirerais qu'elles désirassent arriver. Une manière de montrer quoi? Que le cours des choses est déjà établi et que l'homme n'y fait rien. Vous trouvez ça également dans le clinamen épicurien. Dans cette perspective également, ce qui arrive indépendamment de la volonté et de l'action humaine. À côté de cette notion-là, vous avez par exemple, vous avez dit la notion de destin. Oui, le destin également peut avoir une connotation religieuse. C'est l'idée que ce que l'homme fait ou ce qui lui arrive, les principales étapes de sa trajectoire existentielle obéissent à un plan et à un ordonnancement divin. Mais même à l'intérieur de cette conception religieuse, vous en avez deux. Il y en a qui disent par exemple, écoutez, le destin, c'est la naissance et la mort, et que le reste est une page blanche et à chacun de le saturer. Il y en a qui disent au contraire que l'action humaine, elle est de pure vanité, et quoi qu'il fasse, il ne fera autre chose que réaliser ce qui a été prévu. Donc ne confondons pas liberté, destin, fatalité, parce que c'est des concepts qui renvoient à des champs de signification différents. Ce sujet-là, la liberté, il est important, d'autant plus qu'à chaque fois, on oppose la liberté à quelque chose ou bien on associe la liberté à quelque chose. Par exemple, à la conscience, à la nature, à la culture. Comment un élève peut-il à chaque fois contextualiser le mot liberté dans le contexte où il est employé? Absolument, vous avez tout déjà dit. Ça veut dire quoi? Comme vous l'avez dit, l'élève ne peut jamais se doter d'une définition universelle de la liberté. Et donc, à charge pour lui, à partir du champ sémantique dans lequel justement il est installé, de voir de quelle forme de liberté il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une liberté politique? Est-ce qu'il s'agit d'une liberté religieuse? Est-ce qu'il s'agit d'une liberté morale? Donc, à lui de faire l'effort d'analyser le sujet et de se dire ici, la liberté ne peut être renvoyée qu'à l'aspect politique, à l'aspect moral ou religieux. Prenez par exemple, quand Rousseau dit « il n'y a point de liberté sans loi », entre guillemets. Si on mettrait à l'élève « il n'y a point de liberté sans loi », qu'en pensez-vous? Il est clair que c'est la notion de loi qui l'amènerait ici à penser qu'il s'agit peut-être de la liberté, mais d'une forme de liberté qui serait politique. Oui. Ou bien quand on te dit, un sujet déjà sorti au bac, la contrainte annihile-t-elle la liberté? Oui. Autant que je me souvienne, bac 2008, je cite de mémoire. Et donc quand le sujet disait, la contrainte annihile-t-elle la liberté, déjà le piège pour l'élève, c'est de dire, la contrainte, elle renvoie à seulement ceci ou cela. Il doit avoir à l'idée que la notion de contrainte, elle est vague. Elle est vague et à partir du moment où elle est vague, c'est lui qui lui donne un sens. Parce qu'il peut s'agir de la contrainte qui lui vient des normes de la société. Il peut s'agir de la contrainte de la religion. Il peut s'agir de la contrainte des lois de l'État. Bref, ici, il évitera de réduire simplement la notion de contrainte et en même temps donc la notion de liberté à un champ. Oui. Dans ce sujet-là, il serait obligé de faire la synthèse intelligente de ce qu'on lui a appris et d'essayer de dire, écoutez, oui, la contrainte dans un premier temps pourrait annihiler la liberté. Parce que là où il y a contrainte, il y a une force qui s'exerce sur moi et que cette force soit interne ou externe, dans tous les cas, elle limiterait ma liberté. Et dans un second moment, il pourrait montrer qu'il n'y a pas opposition entre la présence des contraintes et la liberté, mais justement, c'est l'assimilation et la prise en compte de ces contraintes-là qui pourra véritablement lui garantir une authentique liberté. En plus d'être une question métaphysique, la question de la liberté également est une question existentielle et même ontologique, parce qu'entre l'homme et liberté, il y a point de division. L'homme égale liberté, c'est ça. C'est ce que dit Rousseau. Il dit la liberté est l'essence de l'homme. Tu connais la célèbre phrase du contrat social. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité et à sa dignité d'homme. Une manière de montrer que c'est la liberté qui définit l'homme. Mais nous avons dit que quand bien même la liberté est la chose du monde la mieux désirée par chacun, quand bien même la liberté est inscrite au plus profond de l'homme, cette liberté-là, elle ne peut s'élancer, se donner, à se matérialiser, à se vivre qu'en rapport avec des situations
concrètes. Donc la liberté, oui, c'est un concept, mais quand elle est vécue, elle n'est jamais abstraite parce qu'elle s'incarne à l'intérieur d'une situation et c'est à l'homme de se déterminer par rapport à cette situation-là. Il y a beaucoup de sujets qui sont relatifs à la notion de la liberté. Les sujets, beaucoup de sujets, surtout dans le domaine de la philosophie ou individu et société, mais aussi il faut y mettre la liberté. Un concept qu'il faut cerner dans toutes ses facettes pour un élève qui est en classe de terminale, la notion de liberté. Oui, c'est une notion transversale. Parce que l'élève doit comprendre qu'en réalité, le prof, à la limite, il n'a même pas besoin, comme nous avons fait, d'écrire la liberté. Pourquoi? Parce que de qu'est-ce que la philosophie, jusqu'au dernier cours sur l'esthétique ou l'épistémologie, il est question de liberté. Parce que la philosophie elle-même est un exercice de la liberté. La philosophie est une pensée critique, elle est une pensée ouverte, et en tant qu'elle est une pensée critique et ouverte, elle est forcément une pensée libre. Donc l'élève déjà, à partir de la première leçon, doit envisager la notion de liberté avec le fait que le philosophe obéit au principe d'insubordination par lequel il s'arroge le droit et la possibilité de remettre en question l'ordre établi. Dans le cours sur la vie sociale également, vous l'avez dit, il doit se rendre compte, aussi bien dans le cours sur nature et culture, individu, société, l'état, conscience, inconscient, qu'en toile de fond, c'est la problématique de la liberté. Nous l'avons vu dernièrement, en parlant de conscience inconsciente, tu as vu le sujet que nous avons fait, qui a essayé de se demander, est-ce que la présence de l'inconscient priverait oui ou non l'homme de liberté? Dans les normes également, individu et société, il serait amené à se demander, mais est-ce que vivre en société, ce n'est pas renoncer à sa liberté? Dans nature et culture également, il serait en train de se demander, est-ce que les dispositions génétiques, les traits héréditaires de l'homme ont un rapport avec sa propre liberté? Dans le cours sur l'État également, il se demandera, est-ce que l'État est là, oui ou non, pour créer les conditions d'une liberté effective? Dans le domaine de l'art également, il sera obligé de reconnaître qu'il ne peut pas y avoir d'art là où il n'y a pas de liberté. Parce que par définition, l'art cherche à contredire le réel. L'artiste ou le poète ou le romancier, de manière générale, il cherche simplement à nous transporter sur les ailes de son imagination. Et en tant que tel, il n'y a pas d'art là où il n'y a pas de liberté, parce que l'art égale créativité égale inventivité. Bref, vous avez raison, l'élève doit comprendre que c'est un concept transversal et en tant que tel, c'est à lui de cerner en rapport avec le sujet, la perspective dans laquelle il doit s'inscrire. Entre liberté et liberticide, les deux notions sont catégoriquement différentes. À la frontière, il y a les lois pour cerner les deux, liberté et liberticide, c'est ça? Absolument. L'élève doit être capable, comme vous dites, de comprendre en fait que de tous ces enseignements, il doit distinguer ce qui relève de la véritable liberté et ce qui relève de son contraire. Nous l'avons déjà dit, il doit être capable de montrer qu'il y a une conception naïve et spontanée de la liberté. Cette conception naïve, c'est celle qui consiste à dire, toi comme moi, que tout le monde, que écoutez, les contraintes, les normes, les lois, les pesanteurs, elles ne sont que véritablement ce qui nous empêche d'être libres. Et entre guillemets, il a tendance à faire ce qu'il veut. Et tout le cours de philosophie vise à lui montrer au moins que là où il fait ce qu'il veut, il devrait se rendre compte que c'est parce que chacun ne fait pas ce qu'il veut. Parce que quand tu fais ce que tu veux et tout le monde fait ce que tu veux, il ne peut plus y avoir de vie communautaire. Donc au terme, oui, de cette prise en charge par le programme de la notion de liberté, il doit faire la différence entre la liberté et le libertinage. Parce que la liberté implique la responsabilité, même chez Sartre. Être libre, c'est être responsable. Alors que dans le cas du libertinage, le libertin, par définition, c'est quelqu'un dont le comportement s'oppose justement à ce que vise la liberté, ça veut dire l'affirmation de son humanité. Et aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19, la notion de liberté doit être interprétée, doit être explicitée. Aujourd'hui, comment analyser la notion de liberté face à ce virus? C'est quoi la liberté aujourd'hui? Justement, ça renvoie de manière pertinente, comme vous dites, à notre combat que nous menons avec ce monstre-là qui s'appelle le Covid-19. Il doit se rendre compte qu'en fait, dans l'aventure de la science, l'homme avait cru qu'il avait définitivement vaincu la nature et que véritablement, l'ayant vaincu et réalisé le projet cartésien maître et possesseur de la nature, il s'était amené à penser qu'en fait, nous étions relativement libres. Et ça, c'est comme une piqûre de rappel pour nous montrer qu'en réalité, nos victoires sur la nature, comme nous avons dit, ne sont que des victoires à la puriste. Ça veut dire quoi? Que la vérité scientifique, comme nous l'avons dit, elle porte les deux attributs du provisoire, du relatif et du partiel. Ça veut dire qu'en fait, ce Covid-19-là montre à l'homme non seulement sa grandeur, mais également sa faiblesse. Ça veut dire quoi? En tant que tel, la liberté humaine, elle ne sera jamais pleine et entière. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être
être libres, nous voulons nous émanciper, nous libérer des accros de ce griffe, de ce monstre-là qui s'appelle Covid-19 et nous n'y arrivons pas. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que la science est garante et synonyme de liberté? Il est clair que non. C'est l'autre Jean Rostand, brillant biologiste français, qui disait, je crois, le savant passe et la grenouille reste. Et aujourd'hui, c'est le virus qui reste et qui résiste face à l'humanité. On parle de confinement. Et je pense que les sujets philosophiques que l'on donne également peuvent être actualisés. Les exemples également peuvent être actualisés pourvu que ces exemples soient scientifiques et que ne soient pas travaillés, que ce ne soient pas des exemples tissés ou bien modelés à la guise du candidat ou bien de la candidate. Absolument. Le confinement obligé, partiel ou partial, rime-t-il avec la liberté? Se confiner, il signifie que moi je suis libre parce que je protège les autres, c'est ça? Oui et non. Quand je suis confiné, je peux penser qu'en réalité, je suis libre. Pourquoi? Parce que je peux dire que c'est un choix volontaire et conscient. Mais d'autre part, je peux dire qu'en réalité, ce n'est pas une manifestation authentique de liberté. Pourquoi? Parce que c'est plus un effort d'ajustement et d'adaptation, une restriction dans notre liberté qui m'est imposée, mais par la présence de cette pandémie-là. Et dans cette perspective-là, nous reviendrons à la conception hegelienne qui définit la liberté comme l'intellection de la nécessité. Et lorsque Hegel définissait la liberté comme l'intellection de la nécessité, ça veut dire quoi? Je me confine parce que je me rends compte que ce confinement plutôt, garantit une véritable liberté. Parce qu'en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est en prenant en compte la présence parmi nous de cet être-là, invisible, meurtrier et monstrueux, qui fait que je peux me réajuster et en me réajustant, je sauve ma véritable liberté. Mais dans tous les cas, c'est une compréhension intelligente de la nécessité. Et la liberté est associée ou opposée aux lois. Aujourd'hui, l'exemple est patent. Sortir aux heures du couvre-feu, il y a les forces de l'ordre qui sont là et qui sévissent. Cette lex, duralex. Ça veut dire qu'ici, la seule différence, c'est que avant ça, je n'avais normalement pas besoin, en tant que citoyen, je n'avais pas besoin de la présence de ces forces de l'ordre-là. Parce qu'il y a en moi une forme d'intériorisation des règles collectives qui fait que je sais là où s'arrête véritablement ma liberté. Mais ici, on a besoin d'y ajouter la présence des forces de coercition parce que la liberté ici n'est plus perçue simplement sous un angle individuel, mais elle prend en charge la dimension collective. Le fait que l'individu, il doit s'intégrer dans une société et dans tous les cas, son action ne doit pas être préjudiciable à cette société. C'est le sens de l'article 4, autant que je me souvienne, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, disant clairement, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est faire ce qui ne nuit personne. Et en l'espèce et en l'occurrence, dans le cas du confinement, mais c'est une définition qui prend toute sa pertinence. Être libre, ce n'est pas errer dans la rue à des heures indues. Être libre, ce n'est pas avoir un comportement anarchique, mais être libre, c'est faire ce qui ne nuit à personne. Et ici, faire ce qui ne nuit à personne, c'est respecter les barrières de sécurité. Parler de liberté, quels sont les auteurs qui sont essentiels pour cerner ce concept? Les auteurs essentiels, il y a déjà l'existentialisme, dont on ne peut pas faire l'économie. Parce que nous avons dit qu'ils sont héritiers d'une conception particulière de la liberté. Mais également, non seulement l'existentialisme, quand je dis l'existentialisme, tu as Jean-Paul Sartre, tu as Heidegger, tu as Nietzsche, tu as tous les théoriciens de la liberté absolue. Même s'il s'agit un peu d'une perspective un peu religieuse. Parce que, comme tu le dis, il y a un existentialisme athée et à côté, il y a un existentialisme religieux. D'autre part, il faudrait prendre tous les théoriciens de déterminisme, tels que Spinoza, qui considère en fait qu'une liberté absolue n'est qu'une illusion, elle est purement chimérique. Donc nous avons tous les théoriciens de l'existentialisme, nous avons également tous les penseurs du politique. Et ces penseurs-là, que l'élève ne doit pas opposer, mais juste analyser, parce que là, le début d'une analyse suit ou bien rompt avec le début également d'une autre analyse. C'est-à-dire que Spinoza peut être un philosophe qui contredit Sartre, etc. Mais il faut l'analyser par rapport à des parties que le candidat a définies dans son développement. Il doit l'analyser très clairement par rapport à l'architecture de son développement et montrer qu'en fait, il y a toujours une possibilité en philosophie de concilier, même ce qui paraît absolument contradictoire. Donc il doit être
être très subtil. C'est pourquoi nous l'avions dit, tu t'en souviens, en faisant le cours de méthodologie de la dissertation, que l'élève ne doit pas considérer qu'il doit dire ceci et dire exactement son contraire. Donc s'il commence par la première perspective, dotant à l'homme une liberté absolue, il devrait plus tard la nuancer pour montrer que quand bien même l'homme ne peut pas être privé de liberté. Parce que dans ce que vous dites, le piège serait de dire l'homme est libre, l'homme n'est pas libre. Non, mais il devrait dire quand bien même, dans son essence, il y a quelque chose qui distingue l'homme des autres animaux, du végétal et du minéral. Oui, cette liberté-là, elle devra être restreinte, bornée, parce qu'autrement, elle cesserait d'être liberté pour devenir liberticide, comme vous avez dit. On ne peut pas donner une définition à la liberté, mais on peut faire une définition négative. Oui. C'est-à-dire la liberté n'est pas. Oui. La liberté n'est pas quoi? La liberté, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas absence de contrainte. Oui, voilà. Ça, parce que très souvent, c'est important. C'est important. Elle n'est pas absence de contrainte. Parce que la définition naïve par laquelle nous commençons d'ailleurs les enseignements, c'est l'idée que la liberté égale absence de contrainte, pouvoir illimité de choix, d'action, de décision. Et donc, il doit se rendre compte que la liberté, elle n'est pas du tout absence de contrainte, mais elle est prise en charge. Comme nous avons dit en volant le terme à Hegel, intellection de la nécessité. C'est ça qui fonde la véritable liberté. Mais si l'élève développe cette première partie, une première partie où il a plusieurs exemples, mais comment développer la deuxième partie ou bien la seconde partie s'il y a deux parties? Dire qu'il y a association entre loi et liberté et le contraire, dire par exemple que la loi annihile la liberté. C'est possible il pourrait ou pas? le dire, mais en se mettant dans des perspectives. Ça dépend des perspectives. Ça veut dire que s'il prend la perspective anarchiste, comme nous l'avons dit, en parlant de liberté politique, il pourrait être amené à penser que, oui, pour ces gens-là, dans leur façon de voir les choses, la présence de la loi est de toute manière antinomique de façon radicale avec la liberté. Et dans la deuxième partie, comme nous avons dit, il en viendrait à montrer que, mais est-ce qu'en réalité, on pourrait vivre sans loi? Et à partir de ce moment-là, il convoquerait tous les philosophes qui mettent un peu d'eau dans le bissap, on va dire, pour montrer que oui, liberté, mais jamais pleine, jamais totale, jamais entière. Professeur, ça fait maintenant un mois que les écoles et universités ont baissé les rideaux. Comment étudier à la maison? Quelle méthodologie prodiguez-vous aux élèves qui nous regardent et qui veulent faire des exercices, qui veulent être évalués également, qui ne savent pas ce contexte-là, un contexte qui est nouveau? Comment s'adapter? Oui, comment s'adapter en comprenant un peu dans ce que vous dites que c'est véritablement le contexte le plus approprié à l'apprentissage. Ah oui, pourquoi? Parce que l'élève qui fait 8h, 16h, qui arrive chez lui à 18h ou à 19h, objectivement, pape, il a le temps de prendre un seul repas et d'aller au lit. Alors qu'ici, il a reçu une masse d'informations qu'il n'avait pas eu le temps de penser, P-A-N-S-E-R, de mâcher, de rabâcher et de ruminer. Oui. C'est une métaphore, Nietzsche, tu le sais très bien. Et donc là, il a l'occasion, mais d'apprendre par lui-même. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage en réalité, là où il n'y a pas de liberté. Et là, il a l'occasion de s'émanciper, de prendre ses distances en disant, M. Songué m'a dit, dans conscience inconscient, telle et telle chose, il a abordé telle perspective. C'est l'occasion, après avoir assimilé cette perspective, d'aller jeter un regard sur des perspectives qui sont totalement différentes de celles du professeur et de pouvoir s'enrichir. Ça veut dire quoi? Il n'y a d'enseignement, mais en l'occurrence d'apprentissage, pas que dans la liberté d'esprit. Et là, l'élève, il a la liberté d'esprit d'aller chercher à non seulement mieux comprendre, mais à enrichir ce que le professeur lui a appris. Parce que dans notre système tel qu'il fonctionne, l'élève, malheureusement, on a beau prêcher, même y compris officiellement, sa centralité, mais jusqu'à présent, c'est la centralité, il est au niveau de l'enseignant. Et l'élève, il est dans la posture de celui qui reçoit. Or, aujourd'hui, le savoir, les rôles se sont inversés. On n'a plus besoin simplement de l'autorité absolue, on a besoin d'un guide. C'est ça. Ça veut dire qu'on doit retrouver le Rousseau de l'Émile. C'est ça. Parce que dans l'Émile ou de l'éducation, rappelle-toi, celui qui apprend, Rousseau dit, c'est un peu la nature qui doit être son guide. Ça veut dire quoi? Au fond, je ne lui apprends rien, je l'aide à pouvoir apprendre. Parce que le laissant à lui-même et obéissant à la voie naturelle de la nature, il sera capable d'apprendre. Ça veut dire que moi, enseignant, je ne fais entre guillemets que réveiller le génie et les potentialités qui dorment en l'apprenant, au lieu d'avoir cette méthode dirigiste par laquelle je suis le détenteur absolu du savoir. Donc, en temps de confinement, c'est les conditions idéales pour apprendre. On relit, on rabâche, on pense, on comprend mieux et on s'enrichit parce que normalement,
tel que nous fonctionnons dans notre système scolaire, l'élève n'a pas le temps d'apprendre très sérieusement. Professeur, merci, c'est la fin du cours. C'est moi qui vous remercie. Nous parlions de la liberté. Je pense que ce concept aujourd'hui s'analyse dans ce contexte où nous sommes par le respect des normes édictées par les autorités sanitaires. Restons chez nous, respectons également les gestes barrières, lavage de mains, distanciation sociale. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre cours dans e-école.